Tu les entends, ils se chamaillent encore. Oh, eh bien, n'écoute pas. Oh, on voudrait qu'on pourrait pas. Et voilà que ça recommence de plus belle. Non, c'est une maladie chez eux. Je t'en prie, Paul. Quoi, je t'en prie, c'est pas la vérité? Chaque fois qu'on vient ici, tes parents se disputent. On dirait qu'ils passent leur vie à se disputer. Quelle famille! Cette famille ne vous convenait pas, mon cher Paul. Fallait pas y entrer. C'est Nicole que j'ai épousée, pas sa famille. Nicole, et autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que je dis. Oh non, s'il vous plaît, tante Albertine, ne jetez pas de l'huile sur le feu. Ah, moi, quand on me provoque. Quand on me provoque. Ah, c'est la meilleure, celle-là. Vous parlez par sous-entendu, vous lancez des insinuations malveillantes, et c'est moi qui vous provoque. Mais qu'est-ce que ça signifie, autre chose? Puisque Nicole trouve que je jette de l'huile sur le feu, je préfère me taire. Ah non, c'est trop facile. Allez, allez, finissez votre pensée. Un peu de franchise. Ça vous changera, ma bonne tante. Oh, il m'insulte à présent. Oh, Paul, enfin. Autre chose. C'est de la fabrique qu'il s'agit, hein? J'ai épousé Nicole à cause de la fabrique, hein, c'est bien ça. C'est pas moi qui viens de le dire. Parlons-en de votre fabrique de jouets. Quand j'en ai pris la direction, elle était à 2 doigts de la faillite. C'est moi qui ai remonté l'affaire, moi, tout seul. Et vous devriez me remercier, tant que vous êtes. Ne t'énerve pas, mon chéri. Personne n'a jamais dit le contraire, enfin. Eh bien, ta tante, elle semble l'avoir oublié. Mais tante Albertine et les affaires, ça fait 2. C'est toujours maman qui s'est occupée de ses intérêts. N'est-ce pas, ma tante? Ce que fait Jeanne est bien fait. Chut. Voilà, papa. Eh bien, ma chère belle-sœur, si ce que fait Jeanne est bien fait, vous allez être ravis. Elle vient de prendre une décision importante. Très importante. Ce qui vous concerne, mon cher Charles, ne m'intéresse pas. Vous savez ce que je pense de vous? Je me demande si vous est jamais arrivé de penser du bien de quelqu'un. Si, de moi. On n'est jamais si bien Cette servi. décision, papa. La décision de maman, qu'est-ce que c'est? Ta mère, ma petite Nicole, a décidé de vendre la fabrique. Quoi? Eh, vous avez bien entendu, votre belle-mère décide de vendre l'entreprise que vous dirigez. Mais c'est pas possible. Non seulement c'est possible, mais c'est certain. C'est effarant. Vendre la fabrique? Mais elle n'en a pas le droit. Je suis propriétaire, moi aussi. Mais pourquoi cette brusque résolution? C'est aussi ce que j'ai essayé de lui demander. Vous avez peut-être entendu les échos de sa réponse. Ah non, ça j'arrive pas à y croire. Enfin, elle a bien une raison. Son bon plaisir, ça ne te suffit pas. Tu sais bien, ma petite, que lorsque ta mère a décidé quelque chose... Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Oh, mais j'ai quand même mon mot à dire. Vous allez pouvoir lui dire tout de suite, ma chère. Albertine me suit. J'aime autant vous prévenir, sa décision est irrévocable. Irrévocable, en effet. Maman, tu parles sérieusement? Irrévocable. C'est bien un mot français, je suppose. Sans me consulter? Mais tu n'as pas le droit. La fabrique m'appartient par moitié. Allons, s'il te plaît, Albertine, n'a fait pas l'enfant. Je me suis renseignée. Nous avons conservé la succession en indivis, toutes les deux. D'après la loi, tu as priorité pour racheter ma part. Avec quoi? Tu m'as toujours dit qu'il valait mieux remettre les bénéfices dans l'affaire. Tu sais bien que je n'ai rien de liquide. Alors, on vendra. Enfin, c'est absurde. Enfin, réfléchissez. L'affaire n'a jamais aussi bien marché. Justement, c'est ce moment-là que j'attends depuis 20 ans. Le meilleur moment pour vendre au meilleur prix. Si c'est là votre façon de me remercier... Mais enfin, maman, pense-y. Si tu vends, que va faire Paul? Ma fille, il n'est pas inscrit dans le code qu'une belle-mère doive nourrir son gendre. Oh. Bon, je préfère me taire. Parce que vous auriez une remarque à faire. Oh, une toute petite, presque rien. Tout simplement que cette prospérité, vous me la devez. Mais je vous ai payé pour cela. Et moi aussi. Écoutez, Madame Pamier, il est une chose qui n'a pas de prix. Le dévouement. Durant 5 ans, j'ai donné à l'entreprise tout mon temps, toute ma peine, et tout mon amour. Oui, j'hésite à employer ce mot devant vous. Et tout ça parce que je travaillais pour Nicole. Pour vous. Et pour vous? Oui, pour moi, parfaitement, aussi. Et ce serait justice que cette fabrique que j'ai sauvée, je le répète, et je ne le répéterai jamais assez, que cette fabrique revienne à Nicole et plus tard à nos enfants. Ouais. C'est un plaidoyer ou un réquisitoire. Qu'est-ce que c'est? Madame, Oui. il y a là un monsieur qui veut voir madame. Qui ça? Il s'appelle monsieur Paron. Il dit que madame le connaît. Déjà un acheteur? Oh, mon pauvre Charles, ta plaisanterie te va mal. Vous savez ce que ce monsieur désire, Raymond? Non, madame, mais il insiste pour voir madame. Bien. Faites-le entrer dans le petit salon. Je vais tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
Vous êtes bien Madame Jeanne Pamier? Oui, monsieur. Et si je vous rends visite avec quelques jours de retard, c'est que j'étais en déplacement. Ah oui? Mais quel est le but de votre visite? La bonne ne m'a pas annoncé? Et je n'ai pas mentionné ma qualité par discrétion. Alors allons, s'il vous plaît, monsieur, au fait. Et je suis le commissaire Paron, de la Sûreté nationale. Un commissaire de police? Et vous désirez? Ce serait plutôt à moi de vous le demander, madame. Et n'est-ce pas vous qui m'avez envoyé cette lettre? Moi? Vous pouvez en prendre connaissance. D'abord, elle est dactylographiée, et je ne sais pas taper à la machine. Lisez, lisez. Monsieur le commissaire, j'ai d'importantes révélations à vous faire, et je vous attendrai tous les jours à mon domicile. Soyez discret. Merci. C'est une absurdité. Vous voyez bien, la signature est illisible. Vous vous trompez de porte. Les noms et adresses de l'expéditeur sont également dactylographiés, madame. Là, vous voyez, au bas de la feuille. À moins qu'il y ait ici une autre Jeanne Pamier. Pas du tout. Je suis la seule. Ben, je vous le répète, je ne suis pas l'auteur de ce message. D'ailleurs, cette espèce de gribouillis n'a rien à voir avec ma signature. Si j'avais un stylo sur la main, je vous crois sur parole, madame. Et néanmoins, cette lettre, je l'ai bel et bien reçue. Quelqu'un l'a bel et bien écrite. Quelqu'un qui chercherait à vous attirer des ennuis, peut-être. Quels ennuis? Ce n'est certes pas à moi de le dire. Allons, voyons, monsieur le commissaire. Je suis étonné qu'un homme de votre âge et commissaire de police par-dessus le marché prenne au sérieux une telle chose. Je suis honorablement connu. Ma famille habite le quartier depuis 2 générations. Non, c'est pas sérieux. Il s'agit d'une farce de mauvais goût, voilà tout. Une farce dont vous seriez la victime, alors. Et pourquoi pas vous? Le mauvais plaisant pique mon nom dans l'annuaire, au hasard, et le tour est joué. Oui. Mais ce n'est pas impossible. Et de votre côté, vous ne comptez donner aucune suite à cet incident? Ben, quelle suite? Bon, on utilise votre nom, on vous calomnie, vous pouvez porter plainte. Et vous m'avez parlé d'ennui tout à l'heure. Ce serait alors qu'il commençait. À cause des révélations dont il est question. Je croyais, monsieur le commissaire, que les Français avaient le sens du ridicule. Et vous trouvez ridicule que je me sois dérangé? Non, mais enfin, vous risqueriez de le devenir en insistant. Aussi, je n'insiste pas, madame. Excusez-moi de vous avoir importuné. Je vous en prie. Raymonde. Madame. Reconduisez, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et, à propos, la lettre, vous n'y attachez personnellement aucun intérêt? Absolument aucun. Alors, rendez-la moi, s'il vous plaît. Oh, pardon. Je l'avais glissée machinalement dans ma poche. J'avais oublié que c'est à vous qu'elle est adressée, et non à moi. Qui sait? Vous en êtes peut-être indirectement la véritable destinataire. Les mauvais plaisants, vous savez, ont parfois des intentions cachées. Bien sûr. Vous le croyez, vous, patron, que c'est une mauvaise plaisanterie? Franchement, mon petit Guérin, je n'en sais trop rien. Il est évident que n'importe qui a pu taper cette lettre, la signer d'un quelconque gribouillis et me l'envoyer. Mais ce n'importe qui peut donc être aussi Madame Pamier. Vous êtes en déplacement, vous trouvez la lettre à votre retour, et hier, quand vous lui rendez visite, Madame Pamier a changé d'avis. Oui. Resterait alors à savoir pourquoi. Chantage, menace, ou encore des événements extérieurs, ou bien encore... doucement, Guérin. Je sais pas, moi. Tu t'emballes et tu risques de dérailler. Il n'y a pourtant pas 36 hypothèses. D'abord, Madame Pamier est l'auteur de la lettre. Une. Secondo, Madame Pamier a quelque chose à cacher et la lettre vous est envoyée par un tiers. Pourquoi? Ça reste à préciser. Et de 2. Ensuite. Ensuite vient la troisième et dernière hypothèse. Il s'agit vraiment d'une mauvaise plaisanterie. Et nous revenons au point de départ, c'est-à-dire à 0. Patron, et si je téléphonais à Madame Pamier? Tu crois que tu auras plus de chance que je n'en ai eu hier?
Oh, patron, vous m'avez très bien compris. Je lui dis que je suis l'auteur de la lettre. On verra bien sa réaction. Je n'approuve pas du tout ce procédé. Oh. Enfin, tiens, voilà le numéro. Bon, d'accord, patron. Décidément, je n'approuve pas du tout. Enfin, tâche d'être mystérieux. Oui. Allô, je voudrais parler à madame Jeanne Pamier, s'il vous plaît. Oui. Jeanne Pamier. Comment? Et quand ça? Oh non, merci, je rappellerai. Ah, ça alors, patron. Mais qu'est-ce qu'il y a? Madame Pamier est morte. Quoi? Oui. Assassinée hier soir ou cette nuit, j'ai pas très bien compris. Ah, ici, patron. Le crime a eu lieu dans la pièce du fond. Et tu as parlé de la lettre à quelqu'un? Ah, personne. Ah, voilà, on est ici. Une espèce de salon, bureau, je sais pas. Et voyez vous-même. Oui. Rien n'a été touché. Ah, l'agent qui restait en faction jusqu'à mon arrivée m'a affirmé que non. On a emporté le corps pour l'autopsie. Il était là, au pied du divan. Les contours sont marqués à la craie. Qu'a dit le légiste? Oh, rien d'extraordinaire. 3 balles de gros calibre à hauteur du cœur. Vraisemblablement un vieux revolver d'ordonnance qui lui venait de son père et qu'elle conservait dans le tiroir de ce secrétaire. Il a disparu. Par qui sait-on cela? Par la sœur, Albertine Épison. Vieille fille insupportable, l'œil mauvais avec ça. Toujours prête à cracher son venin. C'est elle qui a découvert le corps? Non. C'est Raymonde, la bonne. En venant prendre son service ce matin à 8h. Elle n'est pas logée ici. Et le secrétaire était ouvert? Comme ça? Oui. Et le tiroir contenant le revolver aussi. Les papiers sont en ordre. On ne semble pas avoir fouillé à l'intérieur. À moins que l'assassin ait su trouver ce qu'il cherchait. S'il cherchait quelque chose. Naturellement, on a relevé les empreintes. Et on y relèvera sans doute celles de tous les occupants de la maison. Au fait, qui habite ici? La victime, bien sûr. Le mari, Charles Pamier, une espèce de type avachi qui semble porter sur le pastis. Et puis la sœur, Albertine Épison. Et personne n'a rien entendu? Personne. Bon sang, 3 coups de feu, ça fait du bruit quand même. La villa n'est pas si grande. Mais tout le monde était sorti, paraît-il. D'ailleurs, pas eu le temps encore d'approfondir la chose. Il faudra vérifier. Dis-moi, Oui. cette porte vitrée, pas fermée à clé? Ah non, jamais. Elle donne sur une terrasse, vous voyez. Il y a un escalier extérieur. Attends, je me repère. La terrasse, Oui. l'escalier, le jardin qu'on voit d'ici. Oui, là c'est le derrière de la villa. Oui, exactement. Le boulevard, avec l'entrée principale, est juste à l'opposé. Oui. Et de sorte que l'assassin a pu pénétrer par ici, sans sonner à la porte principale. Entrez. Monsieur le commissaire, j'aimerais vous entretenir en particulier. Mademoiselle Albertine Épison, patron. La sœur de Madame Pamier. Et vous pouvez parler devant l'inspecteur Guérin, mademoiselle? Je préfère d'abord fermer la porte. Je tiens à ce que vous sachiez, parce que personne ne vous le dira, je tiens à ce que vous sachiez que mon beau-frère n'a épousé ma sœur que pour son argent. Oui, nous avons hérité de notre oncle cette fabrique de jouets il y a bien longtemps. Et j'ai pas encore eu le temps de vous dire, patron, que Madame Pamier était avec mademoiselle, propriétaire d'une fabrique de jouets que dirige son gendre, Paul Florac. Encore un cassé-nager, celui-là. On ne m'ôtera pas l'idée qu'il a épousé Nicole. Mais revenons à votre beau-frère. Oui, j'y reviens. Donc Jeanne et moi, nous vivions tranquillement dans cette maison avec notre oncle.
Nous avions rencontré Charles chez des amis communs. Il se disait artiste peintre, un barbouilleur plutôt, oui. Quand nous sommes restés seuls, il s'est incrusté ici, on ne voyait plus que lui. Sous le prétexte de faire le portrait de Jeanne, il s'enfermait avec elle dans le salon. Et moi, bonhomme, je ne me doutais de rien. Quelques semaines plus tard, ils annonçaient leur mariage, sans même avoir parlé de leur projet. Je n'ai compris que plus tard cette précipitation, lorsque Nicole est née, 3 mois après le mariage. Jeanne a ensuite bien regretté cette bêtise. Vous n'aimez guère votre beau-frère, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas de celles qui ont une particulière admiration pour les fainéants et les buveurs. Mais j'ai pas fini. Ah. Jeanne a patienté 19 ans, tant que Nicole est restée à la maison. Et puis Nicole s'est mariée l'année dernière. Dès lors, il a été souvent question de divorce depuis 1 an. Et votre sœur, vous en avez fait la confidence? Oh, pas plus que de son mariage. C'était pas son genre. Seulement, on ne vit pas dans l'intimité des gens sans surprendre des conversations, des discussions, des disputes plutôt. Autre part, hier après-midi... Chut! Écoutez, il y a quelqu'un derrière la porte. Facile à vérifier. Personne. Il s'agit donc d'un secret, mademoiselle. Hier après-midi, ma sœur a annoncé brutalement son intention de vendre la fabrique de jouets. Pourquoi? Elle attendait depuis longtemps le moment propice pour réaliser une bonne affaire. Et ce moment était venu? Ah, il paraît. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais si vous accusez quelqu'un, expliquez-vous clairement. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement tenu à vous informer, comme mon devoir me le commandait. Maintenant, je préfère vous laisser. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Pardon? Et tout juste un petit instant. L'inspecteur Guérin m'a dit que vous étiez sorti hier soir. Oui, je me suis effectivement rendu chez notre notaire à propos de cette vente. Pour être précise, je suis parti à 5 heures et ne suis rentré qu'à 8h30. J'ai dîné d'un café au lait à la cuisine et je suis monté me coucher sans avoir revu ma sœur. J'ai pensé qu'elle était déjà dans sa chambre. Et quand vous êtes rentré, la porte était-elle fermée à clé? À double tour, comme d'habitude. Si cela peut vous être utile, sachez qu'il n'y a que 3 clés. 3 clés de sûreté. La mienne, celle de mon beau-frère et celle de ma sœur. Celle-là? Oui, monsieur. On l'a trouvée dans le secrétaire, patron. Et vous dites, mademoiselle, être partie à 17h pour ne rentrer qu'à 20h30. On a donc tué votre sœur entre 17h et 20h30 durant votre absence. Évidemment. Oui. Sinon, j'aurais entendu les détonations. C'est tout ce que vous désirez savoir? Et c'est tout pour le moment. Je vous remercie. Et savez-vous où est votre beau-frère? Au rez-de-chaussée. En compagnie d'une bouteille de pastis, comme d'habitude. Décidément, monsieur le commissaire, vous ne voulez pas prendre quelque chose? Non, merci, monsieur Pamier. Alors tant pis, je boirai en Suisse. Je vous scandalise, n'est-ce pas? Oh, moi, vous savez. Ma femme vient d'être assassinée et moi je déguste mon pastis, comme si de rien n'était, avec même un certain plaisir. Vous êtes libre de vos sentiments? Le chagrin ne se commande pas. Du chagrin, personne ici n'en a. Personne ne peut en avoir, sauf peut-être ma fille, et encore. Jeanne était un monstre d'égoïsme, une araignée qui nous avait tous pris dans sa toile et qui nous dévorait peu à peu. Tout le monde tremblait devant elle. Même vous? Oui, même moi. Je la haïssais, monsieur le commissaire. Eh bien, avec vous, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Je la haïssais parce qu'elle a fait de moi ce que je suis devenu. Un pauvre type. Cet alcoolique dont la main n'est même plus capable de tenir un pinceau. Vous avez cessé de peindre? Oh, il y a bien longtemps. Dès que je me suis rendu compte que je n'avais aucun talent. Et monsieur Pamier, je vais être franc avec vous. Alors, parlez-moi de la lettre qui a motivé votre visite hier après-midi. Hein? Vous êtes au courant? Pour la visite, tout le monde est au courant. Raymond vous a reconnu ce matin. Pour la lettre, c'est ma femme qui m'en a parlé hier, après votre départ. Elle était persuadée qu'il s'agissait d'une farce qu'on vous avait faite. Et vous vous y étiez laissé prendre comme un imbécile. Hein.
Je n'osais vous le répéter. N'empêche qu'on l'a assassiné peu de temps après ma visite. Oui, je ne comprends pas. A-t-elle parlé de cette lettre à d'autres que vous? Non, pas à ma connaissance. Ma fille et mon gendre sont repartis pendant que ma femme était avec vous. Quant à Albertine, ma belle-sœur, l'annonce de cette vente, je ne sais si vous êtes également au courant. Oui, la vente de la fabrique de jouets, je sais. Oui, Albertine était révoltée, vexée aussi que sa sœur ne lui en ait pas parlé. Elle tenait à cette fabrique par des liens affectifs, d'abord, par souci de sa sécurité, ensuite. Et elle était menacée de quoi? Vous m'avez mal compris. De sa sécurité financière, s'entend. Les deux sœurs possédaient l'entreprise en indivis. Tant que la fabrique était là, la loi sauvegardait les intérêts de l'une comme de l'autre. Albertine aurait été incapable de gérer sa fortune toute seule. Plus de fabrique, plus de garantie. Elle ne faisait donc pas confiance à sa sœur. Albertine? Confiance en Jeanne? Tout en vivant dans son ombre, elle la détestait. La haine du faible contre le fort. Vous non plus, elle ne vous porte pas dans son cœur. Comme je le lui rends bien. Nous sommes quittes. Remarquez que, à sa décharge, je suis toujours l'intrus, celui qui s'est glissé dans leur intimité. Et puis... Bon, c'est une vieille histoire. Il y a 20 ans, quand je fréquentais la maison, Albertine s'est imaginé que c'était pour elle que je venais. Amoureuse de vous? Oh, depuis, ça lui a passé. Enfin, du moins, je l'espère. À l'époque, oui, je crois que notre mariage lui a porté un rude coup. Elle avait fait une scène terrible à Jeanne. Elle ne nous a jamais pardonné. Menteur! Menteur! Vous êtes un menteur! Moi, amoureuse de vous? Entendons une chose pareille. Ça vous apprendra à écouter aux portes. Moi, amoureuse de vous. D'un ivrogne, d'un bon à rien. Vous n'allez tout de même pas le croire, monsieur le commissaire. Ma sœur aurait dû le mettre à la porte dès le premier jour. Oui, pour que vous puissiez me mettre dans votre lit. Malotru! Grossier personne! Oui. Pauvre type! Oui. Je préfère moi-même! L'amour, la jalousie, la haine, le processus normal. Vous ne voulez toujours rien boire? Et je n'ai pas soif, merci. S'il fallait attendre d'avoir soif pour boire. Où en étions-nous? Et la conversation a dévié au moment où je vous demandais si Madame Pamiers avait parlé de la lettre à sa sœur. Ah oui. Ou plutôt non, elles ne se sont pas adressé la parole. Du moins tant que j'ai été là. C'est-à-dire? C'est-à-dire jusqu'à 5 heures. Tenez, j'ai quitté la maison en même temps qu'Albertine. Pour aller où? Un alibi. Disons une formalité. Pour aller nulle part. L'atmosphère ici n'était pas tenable. J'ai dîné d'un sandwich en ville, et je suis rentré vers les 10 heures. Vous avez vu Madame Pamiers? Non, il y a belle lurette que nous faisions chambre à part. Donc le crime a été commis entre 17h et 22h? Oui, selon toute évidence. Sinon j'aurais entendu des coups de feu. Oui, évidemment. Et autre chose, avec Madame Pamiers, sous quel régime étiez-vous marié? On voit que vous ne connaissiez pas ma femme, sinon vous n'auriez pas posé une telle question. Vous auriez su que Jeanne ne pouvait se marier que sous le régime de la séparation de biens. Surtout avec un fauché comme moi. Si c'est un mobile que vous cherchiez, il tombe à l'eau. Fauché j'étais, fauché je reste. Permettez? Je vous en prie. Allô? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi, ma chérie. Non, rien de nouveau. Oui. Le commissaire est encore là. Et toi, où es-tu? Si j'avais su, je... Non, bien sûr, c'est pas grave, c'est pas bien grave. À tout à l'heure, ma chérie. Bon, est-ce que je peux vous être encore utile? Oui, en me disant qui vous téléphonait, par exemple. Ça vous intrigue, hein? Quelqu'un que j'appelle ma chérie. C'est votre fille? Bravo pour votre perspicacité. Son mari devait s'occuper des pompes funèbres et il l'y a envoyé toute seule.
Et votre gendre, alors, où est-il? À la fabrique, pardi. La fabrique, c'est sa vie. Oui, alors je me résume. Les poupées ont été expédiées avant-hier. Quant aux jouets mécaniques, ils partiront à la fin de la semaine. C'est ça. Oui, sans faute, oui, je m'en occupe moi-même. C'est ça. Bonjour, monsieur. Vous disiez donc, monsieur le commissaire? Et je ne disais rien, monsieur Florac, mais je pensais que vous êtes un homme très occupé. Et je m'en félicite. Car autrement, ce serait que les affaires ne marchent pas. Et je me suis laissé dire que si elles marchent si bien, c'est à vous qu'on le doit. Toute fausse modestie mise à part, c'est exact. Voyez-vous, quand j'ai pris la direction de l'entreprise, elle était à 2 doigts de la faillite. Ils en étaient encore à fabriquer des jouets sur des maquettes de 1925, mais avec des matériaux de l'époque. Oui, le vieux directeur qui me précédait et qui datait presque de la fondation semblait ignorer jusqu'à l'existence des matières plastiques. Ah, avec les matières plastiques, monsieur. On travaille 10 fois plus vite, on vend 2 fois moins cher, et on gagne 5 fois plus. Et alors là, j'ai opéré une véritable révolution. Madame Pamier n'avait donc pas à se plaindre de vous. La preuve, c'est qu'elle m'a donné sa fille en mariage. Et s'assurer de mon dévouement en me faisant entrer dans sa famille, elle y trouvait son intérêt. Et j'ai entendu un autre son de cloche. Oui, je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, mais en l'occurrence, la cloche, c'est tante Albertine, n'est-ce pas? Oui. Elle est persuadée que j'ai épousé Nicole à cause de la fabrique et que Madame Pamier s'est laissée manœuvrer. Et c'est faux, naturellement. Enfin, Madame Pamier se laissait manœuvrer. Ah, on voit bien que vous ne la connaissiez pas. Oui, on m'a déjà fait cette réflexion. Et cependant, les affaires sont prospères, elle a confiance en vous au point de vous donner sa fille en mariage, et puis, sans crier gare, elle décide de vendre. Les deux choses ne vous semblent-elles pas incompatibles? C'est aussi la question que je me suis posée. Et vous vous êtes répondu? Peut-être. Seulement, pour que vous me compreniez, il faudrait d'abord vous brosser un portrait de ma belle-mère. Et ça, il est difficile de vous camper en peu de mots cette femme autoritaire qui ne s'intéressait à rien d'autre qu'à sa propre personne. Un monstre d'égoïsme, m'a dit son mari. Ah, l'expression lui va comme un gant. Enfin, lui allait plutôt. Non, elle n'aimait ni sa sœur, ni son mari. Et sa fille? Pas plus que les autres. Nicole n'était pas une enfant désirée. Elle a assez souffert de l'indifférence de sa mère, pour ne pas être méchante. Et pour Nicole, le mariage était une délivrance. Quant à Madame Pamier, elle s'est débarrassée d'une fille qu'elle supportait mal. Vous poussez loin les choses. Non, je dis bien débarrassée. Et c'est dans ce mot-là que réside sans doute la réponse à la question. Se débarrasser d'une sœur qu'elle détestait, d'un mari qu'elle méprisait. Qu'elle est attendue jusqu'à présent pour la fille, oui, mais pour les deux autres. Pour rompre avec sa sœur, il fallait vendre. Or, jusqu'à présent, la fabrique ne valait rien, ou presque rien. Elle l'a avoué elle-même. Elle attendait depuis 20 ans la bonne occasion. Et la conjoncture ne peut être meilleure qu'en ce moment. Après la fille, la sœur. Bon. Reste le mari. Quand on est marié sous contrat, un mari ne compte pas beaucoup pour une femme telle que ma belle-mère. Et ce serait à son sujet qu'elle est allée consulter un avocat cet an dernier que ça ne m'étonnerait pas. L'avocat? Quel avocat? Je ne saurais pas vous dire. On m'en a vaguement parlé. Avec qui? Et pas avec elle, tout de même. Certainement pas. Non, j'essaie de me rappeler les circonstances. Enfin, monsieur Florac, vous mentionnez spontanément la visite de Madame Pamier à un avocat, et quand je vous demande des précisions, vous ne savez ni de qui il s'agit, ni comment vous l'avez appris. Vous l'avez tout de même pas inventé. Quel serait mon intérêt? J'ai peut-être surpris une conversation, sur le moment, ça m'est resté dans l'oreille, mais j'y ai attaché aucune importance. Excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Oui. Oui? Oui, je comprends. C'est Madame Florac? Oui, c'est ma femme. Allô? Non, ma chérie, je réponds à monsieur le commissaire. Oui, il est là. Non. Rien de nouveau? Non, rien de nouveau. Enfin, du moins, je pense pas. Voulez-vous me la passer une minute, s'il vous plaît? Très volontiers. Attends, ne quitte pas Nicole, monsieur le commissaire veut te parler. Allô? Bonjour, madame. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Savez-vous si votre mère était allée consulter un avocat cet an dernier? Non. Aucune idée.
Bon, oui, je vous remercie. Et je vous repasse, monsieur Florac. Merci. Allô? Oui, je t'expliquerai. C'est ça, tout à l'heure. Ma femme est très courageuse. C'est elle qui a accompli les démarches aux pompes funèbres. On ne peut compter ni sur mon beau-père, ni sur la tante Albertine. Et moi, j'avais des problèmes urgents à résoudre ici. Que se serait-il passé si madame Pamier avait vendu? Ce serait passé. Oui. Je comprends pas très bien votre question. Je veux parler de vous, de votre situation. Ah, nous y voilà enfin. À vrai dire, je m'étonnais un peu que vous n'ayez pas encore abordé ce sujet. Non. Non, monsieur le commissaire, je n'ai pas tué ma belle-mère pour conserver la fabrique. Ce qui signifie que vous auriez pu le faire. Car en définitive, c'est madame Florac qui hérite. Enfin. Vous me voyez alors chez ma belle-mère, revolver au poing. Puisque vous vendez, je vous tue. Non, autant signer mon crime, puisque j'y étais. Les crimes ne sont pas toujours prémédités. Enfin, non, c'est pas sérieux. Ça ne le sera plus du tout, mais plus du tout si vous pouvez justifier de votre emploi du temps hier entre 17h et 20h30. Oh, c'est facile. Après avoir quitté la villa de ma belle-mère avec ma femme, j'ai terminé l'après-midi ici au bureau, et je suis rentré chez moi. Malheureusement, je n'ai pas l'habitude de chronométrer mes déplacements. Enfin, en tout cas, j'étais chez moi vers 19h, ça, ma femme pourra vous le confirmer. Je me contente de votre affirmation. Bon, alors, si vous n'avez plus de questions, je vous demande la permission d'aller donner quelques ordres. Et pouvez-vous me rendre un petit service, s'il vous plaît? Avec plaisir. Et j'aimerais que vous me tapiez quelques mots avec votre machine à écrire. Et à votre disposition, le temps de glisser une feuille sous le rouleau. Voilà, je suis prêt. Alors, je dicte. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, c'est une lettre? C'est une lettre, oui, sous forme de lettre, oui. Je continue. J'ai d'importantes révélations à vous faire. Je vous préviens, je ne signerai jamais ça. Rassurez-vous, monsieur Florac, je ne vous demanderai jamais ni de signer, ni même de continuer. Ça suffit amplement. Un coup pour rien, patron. Les caractères de la machine de Paul Florac n'ont rien de commun avec ceux de la lettre que vous avez reçue. Figure-toi, je m'en doutais. S'il en était l'auteur, il aurait été complètement idiot d'utiliser sa propre machine. Alors pourquoi cette expérience? Parce qu'il y a parfois des assassins idiots. Enfin, lui ou un autre, ça résout pas le problème. Et qu'est-ce que madame Pamier pouvait bien avoir à redouter de la police? Peut-être rien du tout. Non, vous n'allez pas me faire croire que vous croyez toujours à une mauvaise plaisanterie. La coïncidence serait énorme. C'est pourquoi je l'écarte d'office. Selon toute vraisemblance, il y a un rapport de cause à effet entre la lettre et le meurtre. Je dirais même entre la lettre, la vente et le meurtre. Mais vous venez de me dire que madame Pamier n'avait rien à redouter de la police. D'abord, j'ai dit peut-être. Mais pourquoi ne s'agirait-il pas, peut-être, d'une manœuvre de l'assassin? Je dis bien de l'assassin, c'est-à-dire de quelqu'un qui a prémédité son coup. Cette lettre sans fondement ne serait alors destinée qu'à nous égarer sur une fausse piste, à nous masquer les véritables mobiles de l'assassin. Oh, ça devient d'une subtilité. Heureusement que j'ai des indices plus matériels à vous proposer. Le rapport d'autopsie, d'abord. Ah, donne voir. Voilà. Voyons, 3 balles au niveau du cœur, aorte sectionnée, oui. Oui. Mort quasi instantanée, calibre 9 mm. Mais au fait, on n'a pas retrouvé l'arme du crime? Non. Mais le calibre correspond au revolver d'ordonnance du paternel, celui qui a disparu. Bien la suite. L'heure de la mort n'a pu être fixée avec précision entre 18 et 22 heures, grosso modo. Mais, évidemment, ça serait trop facile. Ah, la digestion était achevée. Donc elle n'avait pas encore pris son repas du soir. Ça, c'est à noter. Tu as autre chose? Les empreintes. On a relevé sur la poignée de la porte vitrée
celle qui donne sur la terrasse. Et qui n'est jamais fermée à clé. Ouais. On a relevé une série d'empreintes qui se répètent sur la poignée intérieure et extérieure. Et elles se retrouvent encore mêlées à celles de Madame Pamiers sur le tiroir du secrétaire. Elles sont les empreintes de qui? Oh, ça, j'en sais rien. Comment? Tu n'as pas fait un piano de chacun des membres de la famille? Ben, j'attendais. Mais quoi, qu'ils viennent eux-mêmes te le proposer? Oh, mais j'ai pas le temps, moi. Il faut que je sois partout à la fois. Guérin va là, Guérin fait ci, renseigne-toi sur machin. J'ai pas le don d'ubiquité. Ah, oui, merci. Pas de quoi. Et maintenant, file. File prendre les empreintes de tout notre monde, hein? Oui, je file. Raymond de la Bonne est à côté, je vous l'envoie? Évidemment, puisque je l'ai convoqué. Bon. Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît. Entrez, mademoiselle, entrez. Et toi, Guérin, tâche de ne pas l'embiner, hein? Ah, ça sera fait en moins de 2, comptez sur moi. Asseyez-vous, mademoiselle. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. J'ai pas peur. Eh bien, tant mieux. J'ai pas de raison d'avoir peur, moi. Ah, parce que certains autres en auraient des raisons d'avoir peur. Je sais pas, mais dans cette maison, ils pouvaient pas se voir en peinture, tous tant qu'ils sont. Sauf mademoiselle Nicole, peut-être, qui est gentille. Je vais dire madame Florac. Moi, je l'appelle toujours mademoiselle Nicole. Il y a longtemps que vous êtes au service des Pamiers? 6 ans. Parce que j'en ai vu et entendu des disputes. Entre madame Pamiers et son mari, ou bien son gendre. Entre madame et sa sœur aussi. Entre mademoiselle Albertine et monsieur Florac. Entre elle et son beau-frère. Oh, on pourrait presque dire que c'était la corrida du matin au soir. Et encore moins, je loge pas avec eux. Et quand êtes-vous parti hier après-midi? Vers 5h30, 6h moins le quart au plus tard. C'est moi que j'ai découvert madame Pamiers ce matin en arrivant. Vous avez une clé de la maison? Non. Je sonne à chaque fois. Ce matin, c'est mademoiselle Albertine qui est venue m'ouvrir. Je l'ai dit tout ça à votre inspecteur. J'ai dit aussi que c'était pas la peine de m'interroger, que je savais rien. Aussi, ne vous poserai-je que 2 ou 3 questions, pas plus. Ensuite, vous serez libre. Libre? Ben, j'y compte bien. Et premièrement, y a-t-il une machine à écrire dans la maison? S'il y en avait une, je l'aurais vue. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas. Deuxièmement, savez-vous si madame Pamiers était allée consulter un avocat cet an dernier? L'avocat? Un avocat de quoi? Un homme de loi, si vous préférez. On peut le consulter pour des tas de choses, pour un divorce, par exemple. Le divorce, il en était question tous les jours depuis 5 ans. Chaque fois que monsieur et madame s'engueulaient, se disputaient. Quelle était alors la réaction de monsieur Pamiers? Lui? Il se taisait. Mais des fois, il se mettait en colère. Des fois aussi, c'était quand il avait un coup dans le nez. Il rigolait. Vous ignorez donc si madame Pamiers était allée chez un avocat? Même pour vous faire plaisir, je peux pas vous dire que je sais si je sais pas. Passons. Et troisièmement, savez-vous à quelle heure madame Pamiers se mettait à table le soir? Ben là, au moins, je peux répondre. Vu qu'avant de partir, je m'étais toujours en train de dîner. Et si je mettais quelque chose à cuire, il fallait toujours que ce soit prêt pour 7h30. Donc madame Pamiers dînait entre 7h30 et 8h. 8h au plus tard. Elle le répétait assez souvent pour que je me le rappelle. Dites, vous avez dit 2 ou 3 questions. Ça fait la 3e. J'ai dit aussi que vous seriez libre ensuite. Je tiens parole. Excusez-moi. Allô? Oui? Oui, ici, parent. Ah, c'est toi, Boniface. Une minute, je reviens tout de suite. Vous pouvez se poser, mademoiselle. Et par ici, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur le commissaire. Et au revoir, mademoiselle. Allô? Oui, mais voilà. D'où m'appelles-tu? Pas de la fabrique de jouets, j'espère, hein? Ah, oui. Bon, tu as bien fait, oui. Attends. Une seconde, je note, hein? Hier après-midi, Paul Florac a quitté la fabrique à 17h. Bon, attends. Le témoignage du qui? Ah, du gardien. Bon, parfait. Attends. Bien sûr que ça m'intéresse. Et de son propre aveu, il est rentré chez lui entre 19h et 19h30. 19h30, hein? Bon. Oui, on peut toujours lui demander ce qu'il a fait durant ces 2 grandes heures. Bon, merci. Voyons, monsieur Florac, voyons. Même à pied, il ne faut pas 2 heures pour se rendre de la fabrique à votre domicile. En marchant normalement, un de mes inspecteurs a mis à peine 20 minutes. Et qui vous dit que je suis rentré directement? J'ai fait des courses dans le centre. Quelle course?
croyez que je me rappelle? Bon, mais des courses sans importance. Alors, ce matin, c'était l'avocat, à présent, ce sont les courses. Une mémoire défaillante à ce point, c'est fâcheux pour un homme d'affaires. Enfin, quoi, on me traite comme un malfaiteur. Vous exigez que je rende compte du moindre de mes gestes, votre inspecteur relève mes empreintes. Vous n'êtes pas le seul qui ait dû remplir cette formalité. Enfin, avouez que c'est déplaisant. D'autant plus déplaisante pour vous que ce sont justement les vôtres qu'on a relevés sur la poignée de la porte vitrée. Vous savez bien? La porte de la pièce où a été commis le crime. Celle qui donne sur la terrasse. Mais qu'est-ce que ça prouve? Il m'est arrivé plusieurs fois de passer par cette porte. Le hic, c'est que, à l'intérieur comme à l'extérieur, elles sont, vos empreintes, d'une netteté parfaite. Aucune autre n'est venue les recouvrir. Vous êtes donc le dernier à avoir ouvert et refermé cette porte. Je dirais même que vous en avez franchi le seuil hier après-midi au plus tard. Autrement, la pluie du matin aurait sinon effacé, du moins bien atténué, les empreintes de l'extérieur. Embêtant, hein, c'est Florac. Eh ben oui. Oui, je suis revenu hier après-midi pour revoir ma belle-mère. Et ce matin, quand j'ai appris le crime, j'ai eu peur que ma visite soit mal interprétée et j'ai cru bon de garder le silence. Et vous avez eu tort. À quelle heure votre visite? Entre 5h30 et 6. Ma belle-mère se tenait souvent dans cette pièce qui lui servait de bureau. Et comme je voulais la voir sans témoin, je suis monté directement par la terrasse. Et effectivement, elle était dans la pièce. Qu'aviez-vous donc à lui dire, sans témoin? Oh, je l'ai... Je suis pas très fier. Je l'ai supplié de ne pas vendre. J'ai essayé de faire jouer la corde sensible. Sa fille, ses futurs petits-enfants... Autant s'adresser à un mur. Je suis reparti un quart d'heure plus tard, humilié, mais pas plus avancé qu'avant. Ouais. Vous croyez pas? Nous, on voudrait bien. Seulement, il y a un deuxième hic. C'est que vos empreintes se trouvent également, mêlées à celles de Madame Pamiers, pour être exact, elles se trouvent aussi sur le tiroir du secrétaire. Le tiroir qui contenait le revolver. Ah non, j'ai pas touché au revolver. Au revolver, on n'en sait rien, mais au tiroir, c'est indubitable. Indubitable, vous entendez? Mais c'est un malentendu. Enfin, ce tiroir, je l'ai certainement touché les jours précédents, je sais pas, moi je me rappelle pas. Ah non, mon petit monsieur, hein. Assez d'amnésie pour aujourd'hui. Ou bien vous me fournissez une explication valable tout de suite, ou bien je vous envoie au trou. Vous ne reverrez même pas votre épouse. Mais Nicole ne sait rien. Donc vous avouez? Mais rien du tout. Enfin, pas du crime en tout cas. Et quoi alors? Oh, et puis en voilà assez. Guérin, tu peux téléphoner à Madame Florac que son mari... Attendez. Non, je vais vous dire la vérité. Ah, à la bonne heure. Oui, vous verrez que c'est pas si grave. On jugera après. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, Madame Pamiers ne comprenait rien aux affaires, mais elle exigeait, c'est une façon de marquer qu'elle était la patronne, elle exigeait que je lui remette chaque trimestre un relevé de la comptabilité. Et elle était bien incapable de le vérifier. Et je lui avais remis la semaine dernière celui du trimestre échu. Et il ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Une erreur s'y était glissée. Allons. Vous avez promis la vérité. Cette erreur, n'est-ce pas, elle était volontaire. Eh ben oui. Oui, j'avais truqué le dernier relevé. Après tout, c'est grâce à moi que la fabrique marchait. Grâce à moi qu'elle n'avait pas coulé à pic. Je supportais toutes les responsabilités. Tôt ou tard, l'entreprise devait revenir à Nicole. Je ne suis pas un directeur ordinaire et je touchais un salaire pour lequel n'importe quel autre directeur n'aurait pas accepté de travailler. Et Madame Pamiers se refusait à toute augmentation. Alors l'augmentation, vous voulez octroyer vous-même en truquant la comptabilité. Et quand vous avez appris que la fabrique allait être mise en vente, que cette comptabilité serait vérifiée par un expert, vous avez voulu récupérer le dernier relevé pour remettre les choses en ordre. Et le relevé se trouvait dans le tiroir du secrétaire. Oui, dans un gros portefeuille contenant les papiers personnels de ma belle-mère. Je comptais remplacer le relevé erroné par le bon. Et Madame Pamiers vous a surpris. Non. Et vous avez perdu la tête et vous avez saisi le revolver. Non, c'est faux, c'est archi faux. J'ai entendu des pas. J'ai tout juste eu le temps de glisser le portefeuille dans ma poche et de refermer le secrétaire. Et quand Madame Pamiers est entrée, elle ne s'est doutée de rien. Et votre présence ne l'a pas intrigué. Mais si. Je lui ai dit que je voulais la voir à propos de la vente. Et bref, tout s'est passé comme je vous l'ai rapporté tout à l'heure. Alors vous me croyez cette fois? Permettez-moi de réserver ma réponse. Mais il faut me croire. Tenez, pour vous prouver ma bonne foi, le rendez-vous de ma belle-mère avec l'avocat, c'est comme ça que je l'ai appris. Oui, dans le portefeuille, il y avait son carnet de rendez-vous. Je l'ai sur moi. Je comptais le remettre en place aujourd'hui. Tenez, le voici. Regardez. Là, à la date de mardi dernier. Tenez. Mardi? Voilà.
C'était donc avant-hier. Voyons, mardi, 15h30, Maître Arnaud. Maître Arnaud. Ou je me trompe fort, ou c'est un des avocats les plus connus de Marseille. Je sais très bien, maître, que vous avez le droit de vous retrancher derrière le secret professionnel. Mais cependant, Madame Jeanne Pamiers a été assassinée. Monsieur le commissaire, il n'y a en l'occurrence aucun secret professionnel pour la bonne raison que je n'ai jamais rencontré cette personne, ni de près ni de loin. Non, pardon. Non, vous m'étonnez, maître. Vous voyez ce carnet de rendez-vous. Et voici le mien. Jeanne Pamiers n'y figure pas plus mardi après-midi que les autres jours. Je regrette. Un instant, s'il vous plaît. Et cette photo, ne vous dit rien? Ah, mais si. Mais ça change tout. Ah non, et cette personne-là, je l'ai bien vue mardi. Mais pas sous le nom de Jeanne Pamiers. C'est pourtant le sien. Et moi, je vous assure qu'elle ne m'a pas donné ce nom-là. Non, c'est... Tenez, mon carnet de rendez-vous, le voilà, mardi 15h30, Jeanne Catalan. À moins que... Ah oui, ça j'aurais dû y penser. Elle m'a sans doute donné son nom d'auteur. Son nom d'auteur? Son pseudonyme, si vous préférez. Oui, elle était bien romancière. Jamais de la vie. Alors là, je n'y comprends plus rien. Cette personne est venue me consulter en me disant qu'elle était romancière, qu'elle écrivait un roman et qu'elle avait besoin de renseignements sérieux, s'appuyant sur les références authentiques pour la véracité de son histoire. Vous ne trahirez donc pas le secret professionnel en me les rapportant. Ah, certes pas. En 2 mots comme en 4, la situation de son héroïne était la suivante. Un maître chanteur veut faire chanter une femme pour un crime qu'elle a commis 20 ans plus tôt. Le problème était de savoir si cette criminelle risquait encore quelque chose au cas où le maître chanteur la dénoncerait. Et vous lui avez assuré que son héroïne, après 20 ans, jouissait d'une impunité totale. Oh, c'est pas à vous, monsieur le commissaire, que j'apprendrai que si la prescription de la peine est de 20 ans, celle de l'acte n'est que de 10. Je lui ai peut-être flanqué son histoire par terre, mais je lui ai affirmé que le maître chanteur n'avait aucune prise sur l'héroïne. Oui, surtout si l'héroïne fait comme elle et va se renseigner chez un avocat. Oh, donc vous n'allez pas me dire qu'elle m'aurait raconté sa propre histoire. Je ne suis pas loin de le croire, maître, d'autant plus que quelques jours avant son assassinat, on a vraisemblablement tenté de la faire chanter. Ah. Et il y a précisément 20 ans, son oncle est mort en lui laissant un confortable héritage. Oui, mais si l'oncle est décédé de mort naturelle... Ah, là est la question. L'oncle est-il vraiment mort de mort naturelle? Alors, mademoiselle Albertine, racontez-moi la mort de votre oncle. Il n'y a rien à raconter, ou si peu. Notre oncle était vieux, usé, il avait une très grave maladie de cœur. Qu'il soignait? Le docteur Simier, un vieux docteur de la famille. Il y a bien une dizaine d'années qu'il est mort, le cher homme. Je voulais dire, qui s'occupait de votre oncle ici? Ma sœur et moi. Ma sœur surtout, parce que moi j'ai horreur des malades. D'ailleurs, j'étais pas à Marseille quand mon oncle est décédé. Vous étiez où? À Lourdes. Jeanne et moi, nous étions déjà inscrites pour le pèlerinage de Marseille quand notre oncle s'est alité. Jeanne a insisté pour que je parte quand même. Alors, j'ai dû rentrer précipitamment. Patron, est-ce que je pourrais vous dire un mot? Je vais vous laisser. Là, vous êtes chez vous, mademoiselle, je ne voudrais pas... Mais si, si vous avez besoin de moi, je suis dans la maison. Merci. C'est si pressé ce que tu viens de dire? Tu as fait fuir la bonne tante Albertine. C'est justement son sujet. Elle est bien allée chez son notaire le soir du crime. Ah. Oui. Il n'était pas là. Elle l'a attendu de 6h à 7h30. Et elle en est ressortie à 8. Et même en taxi, il y a une bonne demi-heure de trajet. Oui. Donc, elle n'a pas pu être de retour ici avant 8h30. C'est ce qu'elle m'a déclaré. Et n'oubliez pas, patron, qu'elle est quand même restée seule avec Madame Pamiers jusque vers 10h. Puisque le mari n'est rentré que vers cette heure-là. Et toi, mon petit Guérin, n'oublie pas que Jeanne Pamiers n'avait pas dîné quand elle est morte. Bon, allez, au trot, tu me réunis toute la famille dans cette pièce. Oui. Et que ça saute. D'accord, patron, tout de suite. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous voulez me suivre par ici? Oui. Bon. Voilà. Par ici. Monsieur. Et voilà.
Rassurez-vous, je n'ai rien d'un conférencier, je serai bref. Le meurtrier de Jeanne Pamiers... Qui est-ce? Qui? Si vous connaissez le coupable, dites-le. Un peu de patience, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire fait du suspense. Oh non, Paul, je t'en prie, laisse parler, monsieur le commissaire. Merci, Madame Florac. Je poursuis. D'une part, le crime a eu lieu entre 17 et 20 heures, puisque la victime n'avait pas encore dîné. D'autre part, la porte d'entrée étant fermée à double tour, la clé de Madame Pamiers ayant été retrouvée sur le secrétaire et les deux autres étant en main de Monsieur Pamiers et de Mademoiselle Albertine, absents à ce moment-là, il en résulte que le meurtrier est entré nécessairement par la porte vitrée donnant sur la terrasse. Or, la seule personne ayant franchi cette porte depuis hier après-midi... Non, non, ce n'est pas vrai. Vous m'accusez à tort. C'est vous, monsieur Paul Florac. Paul! Mais il est parti avec moi, monsieur le commissaire. Mais il est revenu. Mais dis-lui que c'est faux, Paul, défends-toi. Non, non, Nicole, c'est la vérité. Je suis revenu. Paul! Mais j'ai tout expliqué. Enfin, je vous ai tout expliqué, monsieur le commissaire. Sauf une chose. C'est comment il se fait que sur le tiroir contenant le revolver, il n'y ait eu que les empreintes de Madame Pamiers et les vôtres. Et aucune autre. À moins que vous ne m'expliquiez cela aussi. Alors, tu es revenu? Tu es revenu après? Non. Oui, mais... Non, je suis innocent. Si c'est tout ce que vous trouvez à dire, je crains que ce ne soit bien insuffisant pour convaincre vos juges. Emmenez-le, Guérin. Par ici, monsieur Florac. Oh, non, enfin, je vous dis que... Oui, vous le direz au juge d'instruction. Rien de tel qu'une cellule pour réfléchir en paix. Allez, hop, passez devant. Attendez. Vous avez une déclaration à faire, monsieur Pamiers? Oui. C'est moi qui ai tué ma femme. Je savais, monsieur Pamiers, que vous ne laisseriez pas arrêter un innocent. Surtout pas le mari de votre fille. On appelle cela une ruse de guerre, n'est-ce pas? Et si je n'avais rien dit? Je savais également que c'était vous le coupable. Le coupable qui devait avoir eu la possibilité de pénétrer dans la maison entre 17 et 20 heures et qui devait aussi être l'auteur de la lettre. Vous étiez le seul à réunir ces deux conditions. Votre gendre est bien revenu, mais il ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que Madame Pamiers avait profité de la maladie de son oncle pour l'assassiner. Vous ne protestez pas? Vous avez raison, ce serait inutile. Un vieil homme terrassé par une maladie de cœur, il ne doit pas avoir fallu grand-chose pour l'endormir à tout jamais. Endormir, oui. C'est le terme exact. Il a suffi de 3 ou 4 comprimés de somnifères. Mais elle l'a fait sans mon accord. Elle n'a d'ailleurs jamais eu besoin de l'accord de personne pour tout ce qu'elle a fait. Oh, ne croyez pas surtout que je cherche à minimiser ma responsabilité. À présent, ça n'a plus d'importance. Plus aucune importance. J'ai vécu 20 ans à ses côtés. J'ai tout supporté à cause de Nicole, ma fille. C'est pour elle aussi que j'ai tué. Pour lui conserver la fabrique. Les jours précédents, vous aviez cependant tenté l'impossible pour dissuader votre femme de vendre. Vous êtes même allé jusqu'au chantage. Avec Jeanne, tous les moyens étaient bons. J'étais prêt à tout pour conserver l'entreprise. Oh, pas pour moi, croyez-moi. Je vous crois. Vous étiez marié sous le régime de la séparation de biens. Vous saviez donc, avant les autres, que Madame Pamiers avait l'intention de vendre. Je l'avais appris en lisant par hasard une lettre inachevée, destinée à son notaire. Alors je lui ai mis le marché en main, où elle renonçait à vendre, où je la dénonçais à la police. Elle m'a ri au nez. Ce serait m'accuser moi-même. J'étais complice, je serais condamné, etc., etc. Mais je vous l'ai dit, moi, j'étais prêt à tout. Alors je vous ai envoyé cette lettre pour que vous veniez la voir, qu'elle prenne peur, vraiment peur. Quelle machine avez-vous utilisée? J'en ai loué une, un après-midi. J'ai tapé la lettre dans un café. Malheureusement, vous n'êtes pas venu tout de suite. Jeanne avait eu le temps de se renseigner. Auprès de Maître Arnaud, je sais. Il y avait prescription. Ma dénonciation ne servirait à rien. Et le fait que j'ai voulu me révolter contre sa toute-puissante volonté l'avait mise hors d'elle-même. Elle vendrait, rien que pour me prouver. Enfin, je vais pas vous faire un cours de psychologie. Et venons-en au fait. Au drame proprement dit. Après votre départ,
et l'échec de ma tentative, je suis sorti. J'ai ruminé longtemps toutes ces choses, et puis je suis rentré vers 6h30. Ma femme était dans son salon bureau, devant son secrétaire. Elle venait de s'apercevoir de la disparition de son portefeuille. Elle était dans un état épouvantable, et elle accusait notre gendre. Elle avait raison. Oui, mais je ne le savais pas. Je croyais à une nouvelle méchanceté de sa part. Surtout quand elle a déclaré qu'elle allait prévenir Nicole que Paul était un voleur. Si vous aviez vu la jubilation qui la soulevait à cette seule perspective. Le secrétaire était ouvert, le tiroir aussi. J'ai pris le revolver pour l'intimider. Elle s'est moquée de moi, m'a nargué, m'a traité de lâche, de pauvre type. J'ai vu rouge. J'ai tiré 3 fois et je suis parti. Il faisait nuit depuis 5 heures, personne ne m'a vu ni revenir ni repartir. J'ai jeté le revolver dans un égout. Voilà. C'est tout. Je ne regrette rien. Je ne vous conseille pas de dire cela devant vos juges. Mais juge, si vous saviez comme je m'en fiche. J'ai fait ce que je devais faire, vous comprenez? La fabrique restera à Nicole et à Paul, à mes futurs petits-enfants. Moi, maintenant, je suis un homme fini.